Cassiopée, votre magazine de l'astronomie, vous propose de pointer vos télescopes sur les anneaux de Saturne. Cette année, un phénomène qui ne s'était pas produit depuis 15 ans a mis toute la communauté scientifique sur le pied de guerre. Les anneaux de la planète ont en effet momentanément disparu, permettant ainsi aux astronomes de faire une découverte totalement inattendue. Une découverte qui s'ajoute à toutes celles qui ont été faites ces dernières années dans l'univers des anneaux planétaires. Elles vont vous être racontées par l'un des plus grands spécialistes mondiaux en la matière, André Braic. Durant l'émission, nous voyagerons avec André Braic autour des planètes et de leurs anneaux, en compagnie de Cécile Ferrari, sa collaboratrice, à l'Observatoire de Meudon, et de la sonde Voyager. Un jeune artiste en herbe vous dessinera les anneaux magiques. Et comme chaque mois, nous vous donnerons rendez-vous avec les dernières nouvelles de l'espace, la boutique de Cassiopée et les éphémérides. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Meudon. Et pour le magazine Cassiopée, vous serez avec nous tous les mois et vous nous présenterez des spécialistes venus du monde entier. Tout à fait. Et ce mois-ci, pour parler des anneaux de planètes, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Ferrari, bonjour. Qui est maître de conférence à l'université de Paris 7 Denis Diderot. André Braic, bonjour, qui est professeur à cette même université, et ils sont tous les deux astronomes à l'Observatoire de Meudon. Alors André Braic, je sais que vous avez fait une découverte très importante en 1984, et cette découverte, finalement, elle s'inscrit dans une histoire qui a commencé il y a très très longtemps. Eh bien, cette histoire, c'est Marie-Odile Monchicourt qui va nous la raconter. Lorsqu'en 1610, Galilée braqua pour la première fois sa lunette dans la direction de Saturne, il remarqua qu'elle était entourée d'une étrange structure. Il en conclut à l'existence de 2 satellites situés de part et d'autre de la planète. Cette interprétation était due à la faible qualité de son instrument. Voici une image de Saturne et de ses anneaux. Vous la défocalisez légèrement et vous voyez ce que Galilée a vu. Mais l'astronome avait des doutes, car d'autres observations lui avait fait voir les choses encore différemment. Saturne était décidément une planète bien mystérieuse. Et puis, grâce à des lunettes de plus en plus perfectionnées, d'autres astronomes représentèrent, aussi précisément que possible, leurs diverses observations, ce qui donna lieu à une multitude d'interprétations qui ne firent qu'accentuer le mystère. Jusqu'au jour où, en 1654, un astronome de génie, Christian Huygens, comprit qu'il s'agissait d'un anneau solide, comme une assiette. En 1675, Cassini découvrit que cet anneau solide n'était pas uniforme, mais constituait en réalité de 2 anneaux séparés par une division qui fut baptisée de son nom. Un siècle plus tard, en 1785, un astronome, mathématicien et physicien, Laplace, démontre qu'un anneau rigide autour d'une planète ne peut en aucun cas être stable. Mais alors de quoi est-il constitué? Au XIXe siècle, Flammarion cherche à se représenter la vision que l'on peut en avoir de la planète elle-même. Le mystère s'éclaircit enfin lorsqu'un jeune Écossais de 25 ans, du nom de Maxwell, finit par démontrer que les anneaux de Saturne sont en réalité constitués d'une myriade de rochers de toute taille. Il en arrive à cette conclusion par la théorie impliquant les lois de la mécanique céleste. Cette hypothèse est confirmée par Henri Poincaré, qui de plus démontre en 1911 que l'existence des anneaux est une conséquence des collisions entre particules. Les observations réalisées à partir des sondes voyageurs feront ensuite considérablement progresser notre compréhension des anneaux, qui apparaissent dès lors très hétérogènes et dont les mécanismes complexes sont probablement à l'origine de la formation de la planète elle-même.
reste pourtant un mystère. En 1984, André Braic découvrit autour des anneaux de Neptune 3 arcs très étranges. 3 arcs que l'on retrouve autour des anneaux de Saturne. À quoi correspondent-ils? L'énigme ne semble pas encore être résolue. André Braic, qu'est-ce que c'est cette énigme? Ah, eh bien l'énigme, c'est qu'il y a des arcs très différents de ce qu'on connaissait jusqu'à présent des anneaux autour de Neptune. C'est-à-dire, la découverte d'anneaux autour de Neptune en soi, c'est une chose importante. Oui. Et le fait qu'ils soient très différents, c'est-à-dire qu'il y ait des morceaux de matière interrompus et qu'ils ne fassent pas tout le tour de la planète, ça c'était très étonnant. Et c'est une piste vers un nouveau phénomène qui est le fait que la matière, le matériau, à cause de la gravitation, oui, se retrouve concentré à un endroit, ce qu'on n'imaginait pas il y a seulement 20 ans. Si un étudiant il y a 20 ans m'avait parlé d'arcs de matière autour de Neptune ou ailleurs, je l'aurais collé à l'examen. Et pourtant, ils existent, ils sont là. Mais est-ce que c'est ça, cette découverte que vous avez faite en 1984? Ce sont les arcs de Neptune? D'une part que Saturne ne soit pas unique, qu'il y ait d'autres planètes qui aient des anneaux, et d'autre part le fait que, eh bien, il y a des arcs de matière, en quelque sorte un nouveau type d'objet autour de Neptune. Oui, mais ça s'est passé comment? Vous étiez quoi, alors ça c'est une histoire que je trouve merveilleuse et qui finalement ça montre bien que l'activité la plus passionnante sur Terre, c'est bien celle de la recherche scientifique. Parce que on n'est pas dans sa baignoire, on dit Eureka, j'imagine qu'il y a des anneaux. Non, c'est une histoire continue qui s'étale sur plusieurs mois, sur plusieurs années même. Ah, c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup? Et en gros, quelle est l'idée pour trouver des arcs? Il n'est pas question de voir ces arcs ou ces anneaux directement. Neptune est à 4,5 milliards de kilomètres, oui, est un objet tout de même assez lumineux, donc ces anneaux sont noyés dans la lumière de Neptune. Donc l'idée est la suivante, on profite du moment où la planète qui se déplace dans le ciel passe devant une étoile. Imaginez que ceci soit Neptune, c'est pas vrai, mais imaginez que ceci est une étoile, il y a un peu d'imagination. Eh bien, la planète passe devant l'étoile et on regarde ce moment-là. Et à ce moment-là, évidemment, la lumière en provenance de l'étoile est interrompue. C'est ce que font les astronomes déjà depuis un certain nombre d'années pour mieux comprendre l'atmosphère des planètes. Oui. Mais une conséquence, je dirais, secondaire, un sous-produit en quelque sorte de cette observation, c'est que s'il y a des anneaux autour d'une planète, eh bien, la lumière est interrompue avant et après. Alors, on a, comme ça, cherché à voir s'il n'y aurait pas des anneaux autour de Neptune. Et depuis 1968, on l'a fait en 68, en 72, en 78, en 80, en 82. Et on trouvait rien. Et on trouvait rien. Il y a des gens qui disaient, j'ai peut-être quelque chose, mais c'était vraiment du bruit, c'était pas un vrai véritable signal, disons. Alors, il y avait non pas une polémique, mais une discussion. Et puis, en 1982, je me souviens, on avait organisé une grande campagne d'observation. On avait même mis à contribution un avion qui transporte les ministres entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti pour mettre un télescope à bord. On avait un télescope à Hawaï, à Guam, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Japon, partout sur le Pacifique. Et il y avait peut-être 150 personnes impliquées dans cette histoire. Et en fin 82, les observateurs ont dit il n'y a rien autour de Neptune. On a regardé, on a balayé. Le fait de voir une interruption de la lumière dans une étoile, eh bien c'est comme si vous balayez par une lampe électrique derrière la planète. On n'avait rien trouvé. Donc et les observateurs disaient on n'a rien trouvé. Je dirais même les théoriciens, certains ont écrit des articles expliquant pourquoi il n'y avait pas d'anneau autour de Neptune et pourquoi il ne pouvait pas y en avoir. Disons donc c'était sûr, il ne pouvait pas y en avoir. Alors peut-être que je suis un peu têtu ou peut-être que j'aime bien les défis. Moi j'avais le sentiment que, je ne savais pas en fait s'il y avait des anneaux ou pas, mais j'avais le sentiment qu'on n'avait pas quand même complètement regardé. Et il y avait un événement favorable au mois de juillet 1984 et un autre d'ailleurs en août 85, ça s'est passé en 2 fois, et on a observé en 84 du Chili l'observatoire européen et en 85 d'Hawaï l'observatoire franco-canadien, et on a observé Neptune. Et alors là, imaginez qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit. On voit la lumière de l'étoile, ça bouge à peine, et on attend une interruption de signal. Et il y a un tas de phénomènes terrestres, je dirais, qui provoquent l'interruption de signal. Un avion va passer, un nuage va passer, un oiseau va passer, un collègue donne un coup de coude dans le télescope, enfin là je plaisante, ou l'électronique a un problème. Il y a même une époque où on était dans l'ascenseur, on faisait une interruption de signal. Donc moi j'avais demandé qu'on n'utilise pas l'ascenseur pendant que nous observions, ce qui surprenait certains collègues. Oui. Et donc on attendait. Et alors quand le signal arrive, c'est une certaine émotion, il y a le cœur qui va, il y a quelque chose. Mais alors est-ce que c'est réel ou pas réel? Alors là il faut ensuite dépouiller, comprendre, éliminer ce qui ne marche pas. Et alors, les données que nous avions en 1984, c'est qu'il y avait, avec les télescopes que nous utilisions, un signal nous donnant un objet autour de Neptune d'au moins 80 km de long. La durée de l'interruption du signal nous donnait un objet de 10 km de large. Et le fait que la lumière n'était pas totalement interrompue nous montrait un objet transparent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un machin, et j'emploie ce mot exprès, qui fait 80 km de long, 10 km de large et qui est transparent? Pas un satellite, c'est pas un anneau, parce que ça doit faire tout le tour. Il y avait quelque chose autour de Neptune. Nous étions en quelque sorte, toute proportion gardée, dans la situation de Galilée, qui avait vu quelque chose autour de Saturne, ne savait pas très bien ce que c'était. Alors là, la discussion était la suivante. La sonde Voyager devait passer à un endroit précis, et cet endroit était dangereux pour elle, parce que, potentiellement, le risque de collision avec ces anneaux n'était pas grand, mais il y a de la poussière autour. Et les risques de collision avec la poussière, eux, étaient très grands. Et la sonde Voyager, là, vous travaillez avec Cécile Ferrari, je crois. Pas tout à fait, ça intervient un petit peu après. Mais disons qu'en gros, beaucoup de nos collègues n'ont pas cru cet événement. Ils disent, oui, c'est votre équipement, c'est quelque chose, c'est un artefact, c'est pas vrai. Donc il a fallu un peu lutter contre les collègues qui n'étaient pas d'accord. Et d'autre part, il a fallu demander de changer la trajectoire de la sonde,
c'est quand même un engin qui vaut 1,5 milliard de dollars, même si le dollar est un peu bas en ce moment, c'est pas donné. Il a fallu changer les observations, la sonde ne regarde que là on le demande. Donc c'est un combat que nous avons dû mener dans un scepticisme général, disons. Et là, le 11 août 1989, eh bien la sonde observe, et qu'est-ce qu'on trouve? 3 arcs de matière qui sont bien là, au milieu d'anneaux. Et ces arcs, on les a appelés liberté, égalité, fraternité. 89, Pinochet tombe, les étudiants manifestent au Chili, les pays de l'Est ont des problèmes, c'est le bicentenaire des droits de l'homme. Et c'est un moment assez extraordinaire, c'est une aventure qui a duré 5 ans, il y a des arcs de matière, et Cécile est arrivée à ce moment-là. Et Cécile, on a fait un reportage sur vous, à l'Observatoire de Meudon aussi, et on vous voit travailler devant votre ordinateur et avec les images de la sonde Voyager. Mais je voulais demander à Jean-Pierre Luminet, vous, votre spécialité, ce sont les trous noirs et la cosmologie. Alors, quel rapport avec André Brary? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, autre astrophysicien? Ça me fait beaucoup de choix, cette découverte d'anneaux autour d'autres planètes que Saturne. C'est vrai qu'a priori, mon sujet de recherche, les trous noirs, les étoiles lointaines, etc., est très différent de celui des études sur le système solaire. Mais en fait, il n'est pas si différent que ça. En 89, je me souviens, je travaillais sur ce qu'on appelle des disques d'accrétion, qui sont des disques de gaz entourant des trous noirs. Eh bien, ces disques gazeux, ce ne sont pas tout à fait les anneaux de planètes, mais ça ressemble à des anneaux de planètes. Il y a des phénomènes physiques qui sont analogues. Et ça confirmait pour moi ce qu'on peut appeler l'universalité des disques de matière dans l'univers. Est-ce que ça veut dire que la découverte d'André Brary a aidé vos recherches? Sans doute, oui. Vous savez, tous les domaines de l'astrophysique sont interconnectés. Même si on fait des études lointaines sur les galaxies ou des études sur le système solaire, il y a toujours des ponts entre les deux. C'est la physique. D'accord. Eh bien, on va regarder les images avec Cécile Ferrari. 1977, Voyager 1 et 2 s'envolent vers le système solaire. Cécile, elle, roule lentement et sûrement vers l'astronomie. 1989, les deux trajectoires se rencontrent autour des anneaux de Neptune. Cécile reçoit le signal, au total 100 000 images où elle trouvera son bonheur. Le travail de recherche, c'est vraiment un métier... Enfin, on n'a pas l'impression d'aller travailler le matin quand on va se dire « Ah tiens, aujourd'hui, je vais aller voir les anneaux d'Uranus ou les anneaux de Saturne. » Non, c'est quand même pas trop stressant et c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment une enquête qu'on mène. Enfin, on essaie de se donner tous les outils pour trouver... pour essayer de faire sortir un anneau qu'on voit pas bien, pour déterminer toutes ses caractéristiques, etc. Enfin bon, vraiment ça me... De temps en temps, bon, quand j'ai un peu de temps, je prends mes 2 CD de Saturne, là, puis je sors une image, je regarde ce qu'il y a dedans. Bon, à chaque image, il y a quelque chose. Ah, mais ça, qu'est-ce que c'est? Tiens, puis on regarde, mais personne n'a jamais regardé ça. Et bon, sentir ce vaste espace encore inexploré, là, c'est vraiment, ça donne envie. Puis, bon, ce sont des objets tellement, c'est très fin, très ténu. Bon, c'est quand même un sujet qui reste assez intime dans la communauté. C'est-à-dire, bon, on se connaît tous les gens qui travaillent sur les anneaux dans le monde. On doit être une vingtaine peut-être. Ou bon, et sur le traitement des images de voyageurs et des anneaux, je dirais 5 peut-être. Même pas. Des images brutes que Cécile corrige des distorsions engendrées par l'optique des caméras, corrèle géométriquement et pure de tout bruit. Un traitement rigoureux pour parvenir à extraire l'information dont elle a besoin. Son but ultime, savoir de quoi sont faits les anneaux. Après l'anneau lambda de Neptune, Adams d'Uranus, aujourd'hui Cécile fait le funambule dans la brillance des anneaux de Saturne. Donc moi particulièrement dans ce que je fais, c'est étudier les variations de brillance en fonction de la longitude, c'est-à-dire tout autour de l'anneau. D'essayer d'interpréter ces variations de brillance en termes de variations de profondeur optique ou de variations de propriétés des particules. Et j'essaie de dresser une carte, en gros, le long de l'anneau de ces distributions-là. Donc, bon, c'est très intime, ce sont des objets qui occupent tout notre temps à nous et qui sont vraiment intéressants. Enfin, c'est des objets, bon, ce sont des petits cailloux qui tournent, on dirait que c'est pas très passionnant. Et tout ça, ça interagit avec le champ magnétique, c'est une composition qu'on ne connaît pas encore. Tout ça varie en fonction de la distance à la planète. Bon, il y a de la poussière, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que bon, ça se cogne? Est-ce que ça s'accrète? Est-ce que ça ne s'accrète pas? Enfin, bon, c'est vraiment fascinant. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas dans ces anneaux et c'est vraiment... Je me lasse pas de voir cette boule de gaz qui flotte dans l'espace avec cette couronne d'anneaux. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Plus avec
Puis l'ombre des anneaux, là, aussi, Le dépouillement des images de Voyageur 1 et 2 n'est pas encore terminé. Mais cet astronome est déjà à l'affût de celles qui seront recueillies par la mission Cassini. Une mission qui partira en 97, tourner 4 ans autour de Saturne. De quoi assurer le bonheur de Cécile. Les images de la sonde Voyager ont été prises il y a 14 ans et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous continuez à travailler dessus et à trouver des choses. Ouais, vous savez, il y a eu tellement d'images. Les sondes de Voyager ont retransmis plus de 100 000 images des 4 planètes géantes. Donc il faut des années à notre petite communauté pour dépouiller tout ça et essayer de sortir la substantifique moelle de ces images. Et bon, on découvre toujours des choses. Moi, j'ai commencé par étudier les arcs de Neptune. Bon, en étudiant systématiquement, j'ai trouvé un 4e arc qu'on a appelé Courage. Et puis après, on s'est dit, il y a ces objets autour de Neptune, il faudrait peut-être aller voir autour de Saturne ce qu'il y a. Donc, retourner dans les vieux tiroirs des images qui dataient de 10 ou 12 ans et d'essayer de chercher si on ne trouvait pas ces petits objets. Et autour de Saturne. Autour de Saturne. Oui. Et bon, on trouve encore ce genre de choses. Et bon, c'est des choses qu'on avait vues, mais qu'on n'avait pas regardées suffisamment bien, bon, qui étaient restées dans un petit coin. Puis, bon, il y a ça, puis aussi il y a tout le travail de préparation, c'est-à-dire à partir des images de voyageurs, des images des anneaux de Saturne, essayer de voir en 25 ans comment ces anneaux auront évolué, puisque la sonde Cassini survolera Saturne en 2004 et restera 4 ans en orbite autour de la planète, donc on va pouvoir comparer les anneaux de Saturne comme ils étaient en 1980, les comparer à ceux qu'ils sont en 2004. Donc au niveau de la dynamique des anneaux, c'est très important de savoir. Alors à propos de ces futures missions spatiales auxquelles tu fais allusion, je voudrais souligner un exploit particulier de Voyager, c'est qu'avec Voyager, on a inauguré en quelque sorte une nouvelle forme de vol interplanétaire. Pour arracher une fusée à l'attraction gravitationnelle de la Terre, il faut une vitesse de 10 km par seconde. On ne peut pas maintenir cette vitesse avec des carburants qui sont trop lourds. Et de toute façon, pour explorer les objets très lointains, il faut des vitesses de croisière plus grandes, 30-40 km par seconde. Comment fait-on? Eh bien, on utilise le mouvement orbital des planètes autour du Soleil. On prend de l'énergie à l'énergie orbitale des planètes. Supposons la Terre, Jupiter, Saturne, on utilise une configuration remarquable, un alignement remarquable des planètes. On lance les sondes Voyager de la Terre. Elles utilisent le tremplin gravitationnel du Jupiter qui tourne autour du Soleil pour rebondir sur Saturne à une vitesse considérable. D'ailleurs, si je me souviens bien, le nom même de la mission Voyager, il a été inspiré du célèbre conte philosophique Microméga de Voltaire, dans lequel il écrit « Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation. Et il s'en servait si à propos que tantôt à l'aide d'un rayon de soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe comme un oiseau voltige de branche en branche. » Et aujourd'hui, cette technique est utilisée par toutes les sondes spatiales. Par exemple, la sonde spatiale Galileo qui va parvenir dans les parages de Jupiter en décembre prochain et qui a été laissée en 1989 a utilisé les tremplins gravitationnels de la planète Vénus et de notre propre planète Terre. C'est très joli. Alors André Braic, au sujet quand même des anneaux de Saturne, ont-ils disparu et où sont-ils? Ah, ne vous inquiétez pas, les anneaux de Saturne n'ont pas disparu, personne ne les a volés. Bon. Simplement, il se trouve que Saturne tourne autour du Soleil, reprenons Saturne, en environ une trentaine d'années, et que l'axe de rotation de Saturne est fixe par rapport aux étoiles. Donc quand vous avez un mouvement de rotation autour du Soleil, de temps en temps vous voyez les anneaux relativement ouverts, de temps en temps vous voyez par la tranche. Eh bien tous les 15 ans, continuellement, depuis 1612, les astronomes ont observé les anneaux par la tranche. Alors c'est un peu une borne au bord de la route qui rappelle tous les progrès. Moi j'ai eu le bonheur de participer à ces observations en 1966, en 1980 et en 1995, et je mesure les progrès immenses de la science et de l'astronomie à cette occasion. Et il se trouve que de temps en temps, le passage de la Terre dans le plan des anneaux et du Soleil sont favorables, parce qu'il y a un bon écart angulaire entre les deux, le Soleil et la Terre, et de temps en temps moins favorables. C'était favorable en 66, en 1980, 1995, ça le sera moins dans 15 ans et dans 30 ans, mais ça sera très bien le 15 octobre 2038. On demandait à nos auditeurs de noter sur leur agenda que ça sera une date importante. Alors ces anneaux qui disparaissent, ça sert à quoi? Oui, justement, c'est pas uniquement les astronomes qui se font plaisir, c'est évident, mais c'est important parce que ça leur permet de voir des phénomènes que sinon ils ne pourraient pas voir. Et ils voient ces phénomènes de la Terre alors que même une sonde spatiale ne peut pas les voir. Donc c'est un moment unique pour observer différentes choses. Alors il y a au moins une quinzaine de choses à observer, je ne vais pas toutes vous les citer, on va en citer 3. La première, c'est le fait qu'en voyant les anneaux par la tranche, on peut penser
mesurer leur épaisseur directement. Ça, c'est pas possible. Les anneaux sont extrêmement minces. C'est l'objet le plus mince de tout l'univers. Dites-vous que sur plus de 200 000 km, vous avez un objet qui fait quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Alors, c'est beaucoup plus mince que votre lame de rasoir. Hein. Donc, pas question de voir directement quelques dizaines de mètres d'épaisseur aux 3 milliards de kilomètres de distance entre la Terre et Saturne. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit modèle, très simple, je le dis en quelques mots. Imaginons que nous ayons une boîte de camembert autour de Saturne. On la voit par-dessus, par le côté, par la tranche, par interpolation, on calcule l'épaisseur de la boîte de camembert équivalente qui contiendrait les grosses particules, les petites, les satellites, les anneaux, tout ce qu'il y a autour de Saturne. Et on trouve une épaisseur, je dis bien équivalente, pas directe, de l'ordre de 1,3 km, c'est ce que nous avons fait en 1980, plus ou moins 200 ou 300 mètres. Et cette mesure-là est fondamentale parce qu'elle permet de tester une des théories du mouvement des anneaux qui est un peu un laboratoire de physique qui nous permet d'étudier d'autres phénomènes dans l'univers. Autre phénomène intéressant. Des satellites peut-être. Bien avant les satellites, je vais en citer un autre. Ah bon. C'est qu'il y a, les anneaux s'étendent jusqu'à environ 2 rayons saturniens, jusqu'à environ 200 000 km, mais ils s'étendent beaucoup plus loin, à 8 rayons saturniens, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit anneau très ténu qui est autour, qu'on ne peut pas voir autrement qu'au moment où on passe dans le plan des anneaux. Et ça, c'est un danger potentiel pour la sonde Cassini, qui va, comme l'a dit Cécile Ferrari, bientôt arriver à Saturne en 2004. Et puis c'est aussi quelque chose d'intéressant à étudier, parce que peut-être que ces anneaux sont la manifestation d'un volcanisme ou de quelque chose d'équivalent sur satellite Encelade. Et enfin, autre phénomène fort important, c'est des petits satellites. Ces petits satellites sont noyés d'ordinaire dans la lumière des anneaux, dans la lumière de la planète, pas question de les voir depuis la Terre. Quand la sonde Voyager est passée très rapidement, à une vingtaine de kilomètres par seconde, elle a pris quelques images, elle en a pris même pas mal, mais elle n'a pas pu suivre continuellement le mouvement de ces satellites. Or, ces satellites, on a envie de savoir où ils sont. D'une part, pour que la sonde Cassini les observe, et d'autre part, ce sont les maîtres du jeu, ce sont eux qui commandent la dynamique, le mouvement des anneaux. Alors on va peut-être savoir où ils se trouvent, parce que moi cet été j'ai rencontré, non pas un professionnel, mais un amateur. Mais je peux quand même vous dire Oui. que cet été, nous avons observé avec une technique tout à fait nouvelle, mise au point par un Français qui est aux États-Unis, avec le télescope franco-canadien d'Hawaï, et nous avons des données que j'ai ramenées il y a très peu de temps. Il nous faudra quelques mois pour les dépouiller. Il y a dans ces données des objets nouveaux. Attendez, s'il vous plaît, 6 mois ou 1 an pour qu'on confirme tout ça. Oui. Il y a des objets nouveaux, il y a de nouveaux satellites, il y a des positions précises des satellites. Et ça, c'est passionnant. Ah bon, d'accord. En tout cas, Nicolas Biver, je ne sais pas si lui, il a découvert ces satellites. En tout cas, lui, il passe son été à observer Saturne et à dessiner les anneaux. Et vous allez voir d'une façon qui peut-être va vous surprendre. Regarder Saturne dans un instrument comme ça, c'est pratiquement mettre un pied dans l'espace, se rapprocher de manière très significative, je dirais. Et moi, quand j'ai commencé l'astronomie il y a 10 ans, avec ma petite lunette, le plus petit grossissement, on voyait tout de suite les anneaux, quoi. Et j'ai vu beaucoup de jeunes néophytes, une personne qui n'avait jamais regardé dans un instrument, qui ne s'attendaient pas à ce qu'on voyait les anneaux pratiquement, pas aussi détaillés certainement, mais comme l'ont vu les sondes spatiales qui l'ont survolé, quoi. Une lunette achetée par hasard à 15 ans, des copains avec lesquels il se balade quelques années dans le ciel, et voilà Nicolas embarqué vers les planètes. Séduit par Saturne, Mars, Jupiter, la vocation est née peu à peu. Aujourd'hui, Nicolas n'est plus tout à fait un amateur, il côtoie les professionnels à l'observatoire de Meudon où il fait sa thèse. Mais ses premiers pas dans l'espace ont éveillé une autre passion, car Nicolas a sa façon bien à lui de regarder les planètes. Cette nuit, comme beaucoup d'autres nuits, Nicolas la passera l'œil au télescope. La lune est là, mais c'est avec Saturne la magnifique que Nicolas a rendez-vous. On peut uniquement jeter un coup d'œil à l'oculaire. Moi, je ne conçois pas tellement d'observer en jetant un coup d'œil à l'oculaire et en rangeant le télescope et en partant après ça. Moi, quand je vois quelque chose, je veux qu'il y ait une transcription, quoi. Donc, je dessine. Alors, comme les images sont inversées, là, l'hémisphère sud est en haut. Donc là, j'ai localisé à peu près la bande équatoriale sud, qui coupe presque l'hémisphère sud en deux. Et ça met quelque chose un peu plus irrégulier au-dessus. Un peu diffus. Je mets très net. Alors pour l'instant, je me concentre un peu sur les détails qui sont sur la planète, là, les formations nuageuses.
je découvre Saturne, une planète presque ordinaire, je dirais, sans ses anneaux. C'est la curiosité de voir une planète à laquelle on a l'habitude de voir les anneaux et voir comment sont les anneaux quand on les voit pas ou pratiquement pas, quoi. Donc là, d'ici quelques jours, il devrait à nouveau réapparaître, mais de manière tellement un peu inclinée qu'on deviendra un petit fil lumineux sur le bord. Enfin, ça, c'est ça, faut de patience, faut attendre les meilleurs moments, capturer un détail et noter, puis attendre à nouveau que l'image se stabilise un peu. Des dessins, on peut en refaire presque autant qu'on veut, étalé dans le temps avec un petit télescope. La sonde spatiale, elle passe une fois à côté d'une planète. Elle prend beaucoup de données scientifiques exploitables, mais c'est pas elle qui va nous dire ce qui s'est passé un mois avant, un mois après, si jamais il y a un grand événement. D'ailleurs, je crois que de ce point de vue-là, les amateurs ont un rôle à jouer, puisque c'est eux qui découvrent les grandes tempêtes sur Saturne et autres, parce qu'ils peuvent observer régulièrement. Si une nuit par hasard vous tombez sur Nicolas, que le ciel est sans nuages, que vous soyez petite ou grande personne, n'hésitez pas à lui demander « Dessine-moi une planète » et il comprendra. Cécile Ferrari, vous recevez les images de la sonde Voyager et vous tentez d'interpréter ces images. Alors comment réagissez-vous face à un travail d'amateur comme celui de Nicolas Biver? Déjà, je suis impressionnée par la qualité du dessin et surtout la finesse. Et puis aussi, je suis très sensible à son expérience, à ce qu'il fait. Parce que, bon, moi aussi, j'ai commencé comme ça. Quand j'étais petite, à 12 ou 13 ans, je restais la nuit à regarder les planètes, les étoiles, sous la lune, dans les champs d'oliviers. Et bon, je me suis forgé toute une passion, toute une envie comme ça. Et bon, c'est un peu ce qui m'a amené à Meudon. Donc, Ah bon? Mais c'est quand même pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est sûr, mais les astronomes sont très utiles parce qu'ils sont nombreux et ils observent souvent le ciel. Donc, les astronomes amateurs? Amateurs, oui. Et donc, quand une comète apparaît ou une tempête se déclare dans l'atmosphère de Saturne, par exemple, ils sont là, ils nous disent bon, maintenant il faut regarder. Et bon, notre travail à nous, à partir des images que font les gros télescopes ou à partir des images des sondes, c'est de observer ça plus en détail, de quantifier tout ça, de fouiller, de trouver l'information, de la comprendre. Donc c'est un travail complémentaire. Donc l'univers vous passionne, enfin ça passionne les professionnels, les amateurs, mais ça passionne aussi les enfants. Alors c'est pourquoi le magazine Cassiopée, tous les mois, invitera des enfants, enfin des jeunes, à venir poser toutes les questions qu'ils désirent. Et aujourd'hui, eh bien, on a sur le plateau Claire et Amande, et je crois qu'Amande a une question à poser. Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi les planètes ont des couleurs. Par exemple, la Terre est bleue et Mars est rouge. Oui, en fait, il faut savoir que les planètes n'émettent pas de lumière par elles-mêmes, mais qu'elles sont éclairées par le Soleil. Et vous savez bien que les couleurs dépendent de la manière dont elles éclairent un objet. Si cette table, j'éclaire avec un projecteur rouge, elle ne vous paraîtra pas semblable à une table éclairée avec un projecteur vert. Et alors, ce qu'il y a, c'est que dans les couleurs des planètes, il y a une information scientifique. Pas le temps de le détailler, mais si la composition chimique est différente, si les propriétés physiques sont différentes, on ne voit pas la même couleur, évidemment. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on montait à bord tous les deux à bord d'une sonde et qu'on aille visiter Mars, Saturne, etc., nous verrions probablement des objets un peu plus palos, un peu plus, moins contrastés que les images que nous avons vues aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a augmenté la contraste, non pas pour tricher, mais pour mieux voir les différents détails. D'autres questions? J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une 10e planète dans le système solaire. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est tout à fait possible. En tout cas, on ne l'a pas encore découverte. Mais on la recherche. Peut-être au siècle prochain. Et j'ai une autre question aussi. C'est, est-ce que les anneaux de Saturne sont-ils rattachés à Saturne? Ah, pas du tout. Pas du tout. S'ils étaient rattachés, ça frotterait, ça serait éliminé. Donc ils sont bien détachés. D'accord. Et est-ce que c'est possible qu'une météorite rentre en collision avec une étoile? Ah oui, tout à fait, c'est possible, oui. Enfin bon, les météorites sont très légères, donc ça fait pas beaucoup de dégâts sur l'étoile. D'autres questions sur les anneaux? Oui, sur les anneaux de Saturne. Oui, est-ce que ils sont lourds? Ah, c'est très léger, il y a très peu de matériaux. Mais je dirais que l'importance des anneaux, elle ne dépend pas de leur masse. J'ai envie de le comparer à un parfum de femme. La quantité de parfum, elle est faible, mais la quantité d'information est énorme. Eh bien, les anneaux, on peut dire, c'est le parfum des planètes. D'autres questions? Est-ce qu'une fusée peut passer au travers des anneaux de Saturne? Ah, elle peut aussi, mais ce serait dangereux. En tout cas, on n'a jamais tenté.
Je rappelle quand même, les anneaux de Saturne, c'est composé de milliards de cailloux. C'est vrai qu'il y en a qui sont microscopiques, comme des petites poussières, mais il y en a qui peuvent être aussi gros qu'1 kilomètre. Alors il faudrait un sacré navigateur pour essayer de passer au travers. Lors des missions Voyager qui ont exploré les parages de Saturne, il y a l'une des sondes qui a dû passer, non pas à travers les anneaux, mais à travers du plan des anneaux. Alors elle a essayé d'éviter au maximum le plan des anneaux, mais quand même, pendant 5 minutes, elle a enregistré, si je me souviens bien, une dizaine de milliers d'un petits impacts de micros. Absolument. Mais il y a même une époque, il n'y a pas si longtemps, on imaginait que les anneaux étaient solides. On se demandait s'ils étaient gazeux, liquides, solides. Oui, évidemment, quand on les a découverts, on se posait la question, est-ce que c'était un truc tout à fait solide? Enfin, il a fallu des travaux ultérieurs, de Maxwell notamment, pour montrer que c'était pas possible. Moi, je me souviens, en fait, ça a excité beaucoup l'imagination des poètes, le fait qu'il puisse y avoir des anneaux solides autour de planètes. Il y a par exemple un poète romantique allemand qui est un peu oublié, qui est très intéressant, qui s'appelle Klopstock. Je me souviens, il a écrit une ode aux anneaux de Saturne. Il imagine qu'il y a des patineurs, c'est un petit peu comme dans une séquence qu'on a vue, des patineurs qui tournent autour de Saturne. Et alors, tous les poètes ont été fascinés finalement par ces anneaux. Notre poète national, Victor Hugo, a écrit un poème assez étrange sur Saturne, où il compare Saturne à un astre absolument effrayant, avec des arches monstrueuses qui plongent le système solaire dans la terreur. On a montré, j'espère, aujourd'hui dans cette émission, que les anneaux de Saturne sont très très sympathiques. Il n'y a pas de patinage, mais il y a de la glace, déjà. En tout cas, ils sont rentrés vraiment dans l'imagination populaire. Si on demande à un enfant, dessinez-moi une planète, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rond et il met un anneau autour. Les anneaux de Saturne, on les voit un peu partout. Et regardez la preuve, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dans les pubs, on peut imaginer courir sur les anneaux de Saturne parce que ça fait partie de l'imagerie populaire. Mais pourtant, vous, André Braic, vous avez découvert des anneaux autour de Neptune. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il existe des anneaux autour des autres planètes? Absolument. Toutes les planètes géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, chacune de ces planètes est entourée d'anneaux. Toutes possèdent un système d'anneaux. Ce qui est d'ailleurs une découverte récente, puisque dans les années 1970, on se demandait pourquoi seulement Saturne possède des anneaux. Bien tout en ont. Mais alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que chaque système d'anneaux est différent des voisins. Autrement dit, si on devait caractériser en un seul mot tous les systèmes d'anneaux autour des planètes du système solaire, j'emploierais le mot diversité. En quelque sorte, je dirais, la nature a beaucoup d'imagination. Beaucoup plus que les astronomes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va autour de Jupiter, les anneaux de Jupiter ne ressemblent en rien à ceux de Saturne, ceux d'Uranus n'ont rien à voir avec ceux de Jupiter et ceux de Saturne, et ceux de Neptune sont encore divers. Et cette diversité, elle est bien placée. Si les objets étaient totalement différents, on n'y comprendrait rien. S'ils étaient totalement semblables, on s'ennuierait. Mais ils ont des points communs et des différences. Alors prenons Jupiter. Oui. Vous avez là un système d'anneaux très diffus, assez mal connu d'ailleurs. On les connaîtra peut-être un petit peu mieux avec la sonde de Galileo qui arrive prochainement. Donc très diffus, très peu de matériaux. L'empereur Jupiter est entouré il tolère tout juste un petit voile. Les anneaux de Saturne sont majestueux, ce sont les rois des anneaux, c'est l'empereur des anneaux, c'est très beau, c'est spectaculaire, on le connaît depuis très longtemps et vous avez vu l'imagerie populaire s'en délecte. Les anneaux, ça donne un peu un sentiment de troisième dimension dans l'espace, ce qui est merveilleux. L'anneau d'Uranus, c'est très différent, c'est un peu des cordes de guitare, très très séparées, on a 10 anneaux bien séparés, bien minces, bien étroits. Puis quand on regarde de l'autre côté, quand on a un soleil dans les yeux, alors on voit plein de poussières apparaître. Donc ils sont assez différents de ceux de Saturne. Et puis enfin ceux de Neptune, on en a déjà parlé, ce sont des arcs de matière qui sont dans les anneaux. Donc, je dirais macroscopiquement, globalement c'est différent. Dans le détail, on voit un tas de phénomènes communs. Des anneaux minces, des arcs de matière, des bords très nets, des structures dans le détail qui sont communes. Ce qui nous laisse à penser que la physique qui est derrière tout ça est finalement la même. Donc vous voyez que les systèmes d'anneaux, dès qu'une planète a du matériau autour d'elle, eh bien il y a du monde autour d'elle. Finalement, pourquoi il y a des anneaux autour d'une planète? Eh bien, tout simplement parce que les effets de marée, ceux-là même qui provoquent les marées des océans, la Terre et la Lune, ces effets de marée casseraient tout corps qui serait trop près d'une planète. Oui, mais vous me parlez d'Uranus, de Jupiter, de Neptune, et la Terre, alors pourquoi il n'y a pas d'anneaux autour de la Terre?
Pourquoi y a-t-il des anneaux? Parce qu'il y a l'effet de marée, parce qu'il y a des collisions de particules. Les collisions, ça aplatit les anneaux, comme l'a très bien montré Poincaré. Ça cogne un peu plus dans la direction verticale, dans la direction horizontale, ça fait des anneaux. Alors, si vous me donnez assez de matériaux autour de la Terre, ça fera un très beau système d'anneaux. Les astronomes sont très mécontents, parce que si vous mettez des anneaux autour de la Terre, eh bien, vous ne verrez plus le ciel, ça nous illuminera. Les poètes seront contents, eux seront contents, parce que ça fera des clairs d'anneaux superbes dans certaines nuits. Mais pour voir le ciel, ça sera embêtant. Eh bien, supposez qu'un jour on soit très riche, qu'on lance beaucoup de satellites dans le ciel, tous ces satellites se cogneraient mutuellement et formeraient un superbe anneau équatorial dans le plan d'équateur de la Terre. Donc, quand il y a du matériau au départ, eh bien, il y a des anneaux. Simplement, la Terre, je dirais en quelque sorte, c'est un peu un débris. Il n'y a plus d'hydrogène, il n'y a pas d'hélium, il n'y a pas de système de satellite, il n'y a pas de... On s'est formé par un petit débris. Alors, c'est un débris qui nous intéresse parce que c'est le 3e débris en partant du Soleil, puisqu'il y a Mercure et Vénus entre-temps. Mais les planètes géantes... Il n'y a pas non plus d'anneaux autour de Mercure, ni autour de Vénus, Vénus, ni de Mars. Ni de Mars. Ce sont 3-4 petits débris. Alors, nous, ça nous intéresse, on vit dessus, il y a un sol solide. Mais ces boules géantes que sont les planètes géantes, elles contiennent de l'hydrogène, de l'hélium, un système de satellites, il y avait du matériau. Donc, quand il y a de la matière, il y a forcément des anneaux. D'ailleurs, on peut rêver peut-être aux milliards d'anneaux qu'il y a autour des milliards de planètes, autour de milliards d'autres étoiles. Enfin, ça, on en parlera au prochain millénaire. Ça, André, si tu permets, le fait que les planètes proches du Soleil n'aient pas d'anneaux, c'est très instructif sur précisément la façon dont a pu se former le système solaire. Ça c'est ça qui est passionnant, c'est que les anneaux, c'est un laboratoire de physique gratuit. C'est-à-dire que nous pouvons aller sur place, ça coûte le prix du voyage. Le voyage, c'est quand même $1 milliard, mais enfin, ça coûte même pas un sous-marin nucléaire. C'est plus amusant, plus instructif et quand même moins dangereux. Donc, les anneaux, c'est un laboratoire de physique pour beaucoup d'objets de l'univers. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tout, mais on pourrait citer justement ce que tu me donnes comme exemple, qui est la formation de la Terre. Quand on veut former les planètes autour du Soleil, on a un problème. C'est qu'on arrive à former, je ne dirais pas facilement, mais on arrive à former beaucoup d'objets petits. On arrive à former une cinquantaine, une centaine de lunes autour du Soleil. Mais former 9 grosses planètes comme nous les connaissons, ça, on y arrive difficilement. On a de la peine. Eh bien, une idée, c'est qu'il y ait un mécanisme de confinement du matériau qui permette de faciliter la formation des planètes. Et du coup, on est dans la compréhension de nos origines, de nos sources, comment la Terre s'est-elle formée. Et alors, ce qui est passionnant avec les anneaux, ce qui a été la grande surprise ces 10 dernières années, c'est que moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a appris que la force de gravitation est une force d'attraction. Bon. Et eh bien, ces objets à bord très nets, ces arcs de matière, nous montrent qu'apparemment, un satellite et un anneau se repoussent. Donc il y a un phénomène de répulsion. Quand on met ensemble la gravitation, les collisions, ce que les physiciens appellent des phénomènes de résonance, tout ça ensemble, je n'ai malheureusement pas le temps d'expliquer dans le détail, on constate un phénomène de répulsion. Et c'est finalement la même chose que ce que font les physiciens des plasmas actuellement quand ils veulent résoudre le problème de l'énergie. Quand ils disent on va prendre un décimètre cube d'eau de la Seine et plus de problème avec le pétrole pour aller le chercher, faire la guerre et que sais-je, eh bien si on confine le matériau dans un instrument par le champ magnétique, eh bien on résoudra le problème de l'énergie sur Terre. Eh bien ce qu'on essaie de faire sur Terre pour le problème de l'énergie, la gravitation le fait naturellement en confinant le matériau. Alors on en est au tout début, on commence ici, Ferrari regarde les arcs en détail pour comprendre ce qui se passe, d'autres collègues américains regardent d'autres phénomènes, nous continuons nos observations, mais là on touche un nouveau phénomène physique. Et c'est ces confinements d'ailleurs que l'on voit sur certaines photos où on voit des arcs, des anneaux extrêmement minces et de part et d'autre, il y a des satellites un petit peu comme des chiens de berger qui gardent un troupeau. Voilà, on a un peu l'impression que, vous savez, les anneaux finalement ils ne sont pas très démocratiques. Quand vous avez des particules, les gros se font leur espace, ils éliminent tout ce qu'il y a, soit en le mangeant, en l'absorbant, soit en le détournant. Ils se dépagent dans un espace relativement vide. Et puis les petits sont confinés dans un espace réduit. Donc les gros poussent les petits, mais il y a quand même une justice, quand les petits sont trop confinés, ils se révoltent et puis ils repoussent à nouveau. Donc il peut y avoir des révolutions. Mais en quelque sorte, la morale des anneaux n'est pas très morale, puisque les gros ont beaucoup de place et les petits se cognent mutuellement dans un espace confiné. Alors c'est peut-être pas moral, mais ça nous permet de comprendre d'autres systèmes physiques, de mieux comprendre la physique. Et oui, finalement, les anneaux, non seulement c'est beau, non seulement c'est merveilleux, mais c'est vraiment utile pour comprendre la physique, la matière et finalement mieux la dominer. Donc ce que nous faisons, c'est fondamental. En tout cas, on peut dire que dans l'univers, il y a encore de nombreuses choses à découvrir, de nombreuses recherches. Absolument. On n'a vraiment pas fini. Et d'ailleurs, Marie-Odile Monchicourt, tous les mois, va nous présenter les dernières nouvelles de l'espace. On l'écoute. Un étonnant rendez-vous en des contrées peu fréquentées. À la fin du mois de juin 1995, des astronautes américains sont en effet venus à bord de la navette Atlantis rendre visite à des cosmonautes russes qui les attendaient à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude à bord de leur station spatiale Mir. Une rencontre historique à laquelle certains d'entre vous ont peut-être assisté en apercevant à l'œil nu le passage extrêmement rapide de la navette américaine juste avant qu'elle ne vienne s'accrocher sur la station russe. 6 autres rendez-vous semblables sont prévus. Ils auront pour objectif de préparer la construction d'une gigantesque station spatiale internationale baptisée Alpha.
Depuis que la NASA a corrigé la myopie du télescope spatial Hubble, les astronomes apprennent à devenir les témoins de scènes fort émouvantes. C'est ainsi que cet été, ils ont pu saisir en flagrant délit notre galaxie en train d'accoucher d'une étoile. Les astrophysiciens savent que ce phénomène est courant. Ils pensent qu'une étoile semblable à notre Soleil se forme à l'occasion de l'effondrement d'un gigantesque nuage de gaz et de poussière tel qu'il en existe dans l'espace interstellaire. Et le nuage ne peut s'empêcher de recracher jusqu'à des milliards de kilomètres une partie de la matière. Celle-ci se confine pour former ce que les spécialistes appellent un jet. Ces étonnantes observations pourront peut-être nous aider à mieux comprendre l'histoire de la naissance de notre Soleil et de son cortège planétaire. Ulysse est une sonde construite par l'Agence spatiale européenne et pour la première fois, un engin construit par l'homme a été projeté hors du plan des planètes, et ceci grâce à la force gravitationnelle de Jupiter. Après avoir survolé le pôle sud du Soleil, la sonde a atteint, le 31 juillet dernier, le point culminant de sa trajectoire, puisqu'elle est passée pratiquement à la verticale du pôle nord de notre étoile, des régions qui n'ont jamais pu et ne pourront jamais être observées depuis notre planète. C'est ainsi que les astrophysiciens ont découvert, avec stupéfaction, que le champ magnétique et le vent de particules qu'il émet ne sont pas conformes à ce qu'ils avaient calculé. Ulysse va poursuivre son périple dans la banlieue solaire. Toutes ces informations astronomiques et puis bien d'autres encore, on peut les trouver sur le formidable réseau international Internet. Jean-Marc Curé, bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Meudon, vous êtes collaborateur à la revue La Recherche. Alors Internet, c'est quoi ? Eh bien, Internet, Marie-Odile, c'est un gigantesque réseau d'informatique qui connecte entre eux des millions d'ordinateurs partout dans le monde. Et il y a en particulier un serveur dédié à l'observation astronomique. Oui, mais si je veux savoir, par exemple, tout ce qui se passe à la NASA, c'est possible ? Bien sûr, la NASA a son propre serveur. Et on peut aller se promener dans n'importe quel des centres de recherche et de développement de la NASA. Par exemple, aller chercher quelques informations de dernière minute sur les observations du télescope spatial. Ouais. Nous pouvons même découvrir des films, ici, la planète Mars, devant nous. Et tous les grands centres astronomiques sont connectés ? Bien sûr, en particulier l'Observatoire de Meudon a un serveur qui se trouve à quelques kilomètres d'ici seulement. Et pour Saturne, par exemple, si je veux voir tout ce qui se passe avec ce jeu de cache-cache des anneaux, c'est possible ? Bien sûr, un serveur a été particulièrement mis à la disposition du public pour justement suivre en direct tout ce qui se passe autour de Saturne. Quelques images ici. Donc en résumé, les anneaux de Saturne nous ont permis de découvrir peut-être de nouveaux satellites, mais est-ce que ça veut dire que notre système solaire que l'on croyait bien connaître est rempli d'objets dont on ignore encore l'existence ? Ah oui, vous savez, je crois que c'est le début d'une grande aventure. Dites-vous que des objets nouveaux, en quelque sorte, eh bien, il y en a beaucoup. On imagine en ce moment, on n'imagine pas, on les trouve, qu'il y a des objets au-delà de l'orbite de Pluton. Alors, avec des instruments que nous avons maintenant, nous les retrouvons régulièrement. Chaque mois, on en trouve plusieurs. Il y a des foules d'astéroïdes, de comètes, d'autres satellites autour d'autres planètes à trouver. Dites-vous qu'il y a seulement 20 ans, nous ne connaissions que 30 satellites, nous en connaissons 60. Donc, les progrès sont constants. Et d'une certaine manière, il faut trouver de nouveaux objets, parce que nous savons qu'il en existe. Mais il faut aussi étudier chaque objet complètement. Dites-vous qu'après tout, pour avoir une connaissance de la Terre qui n'est pas complète, mais enfin qui n'est pas trop mauvaise maintenant, il nous a fallu 4000 ans, en utilisant des milliers de gens, pour connaître un peu la Terre. Eh bien, il faudrait des millénaires avec des milliers de scientifiques pour étudier chacun des objets que nous avons trouvés. Or, chacun, c'est 9 planètes, peut-être 10 ou 11, c'est 60 satellites, peut-être 120 ou 130, c'est probablement 100 000 astéroïdes, c'est environ 10 milliards de comètes. Donc il y a du monde, il y a du travail, vous voyez, encore à faire. Beaucoup de travail, il faut oui. regarder. Et d'une certaine manière, les anneaux de Saturne, je crois, symbolisent bien, représentent bien ce progrès. Revenez 20 ans en arrière. Eh bien, 20 ans en arrière, nous ne connaissions qu'un système d'anneaux. On ne savait pas qu'il y a des anneaux autour de Jupiter, Uranus et Neptune. On connaissait que ceux de Saturne. On ne les avait pas vus, on les voyait de loin, de manière un peu comment dirais-je, diffuse, pas très bonne. Eh bien, nous avons été sur place. La sonde Voyager nous a fait ce plaisir de survoler tous les systèmes d'anneaux. La sonde Cassini, qui doit partir prochainement, lancement en 1997, arrivera en 2004 autour de Saturne et tournera autour de Saturne. Puis on peut rêver à la sonde que nous lancerons en 2080, je suis pas sûr de nous raconter l'histoire, et qui plongera dans les anneaux, qui deviendra une particule des anneaux. Et vous voyez bien que les anneaux, le scientifique, la recherche de pointe, il trouve son compte. Les techniques les plus sophistiquées, les plus de pointe sont employées. En même temps, l'amateur, il trouve son compte en faisant des dessins merveilleux. Et en même temps, ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas encore pris une paire de jumelles pour voir les anneaux, nous pouvons les encourager à le faire d'urgence. C'est le premier week-end qu'ils ont, ils le font. Car les anneaux, c'est beau, c'est beau.
Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que des anneaux, en fait, il y en a partout. Non seulement il y en a dans le système solaire, mais les anneaux, c'est quelque chose d'universel. Les anneaux, c'est en fait quelque chose qui se rattache à un phénomène plus général, qui est le disque de gaz ou de particules, etc. On trouve des disques de partout dans la nature. Pourquoi ? Eh bien, les objets, ils tournent sur eux-mêmes, et les particules, ça se cogne, et quand ça se cogne, ça a tendance à se ramener dans un système aplati, dans un système plat. Autour d'étoiles, il y a vraisemblablement des disques de gaz et de poussière. On a découvert récemment une étoile Beta Pictoris dans laquelle on voit un disque de poussière, il y a peut-être déjà des planètes formées. Autour des galaxies, regardez la Voie lactée, qu'est-ce que c'est la traînée laiteuse que l'on voit? C'est le disque de notre galaxie vu par la tranche. Il y en a même autour des trous noirs. Les trous noirs, on pense qu'ils sont entourés, certains en tout cas, d'un disque de gaz mince. Donc les anneaux, les disques, il y en a partout dans la nature. Et aujourd'hui, André Braic, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah, c'est une grande question. Alors, restons sérieux. Vous savez, mon rêve, en quelque sorte, ça serait si vous pouviez me donner une particule des anneaux. Donnez-moi une particule, je vous explique le monde. Cécile ? Moi, j'irais volontiers la chercher. Un petit voyage autour de Saturne ne me déplairait pas. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu et de nous avoir raconté toutes ces belles histoires. Jean-Pierre, on se retrouve le mois prochain. Et avant de nous quitter, on fait un petit détour par la boutique de Cassiopée avec Yves Delay. Si les anneaux d'Uranus, de Neptune et de Jupiter ne sont pas observables depuis la Terre, par contre, vous pouvez découvrir ceux de Saturne. Habituellement, on s'imagine qu'il faut de gros instruments pour observer ces anneaux. C'est faux. Une simple lunette d'amateur vous le permet. Et celle que je vous présente aujourd'hui, la Stellarium 225, est facile à déplacer et à transporter. Moins de 3 kilos, vous n'aurez aucune excuse si vous n'observez pas les merveilles célestes. D'autant que cette lunette et son objectif de 60 mm vous permettront d'observer plus de 600 000 étoiles au lieu des 6 000 que nous offre la vision directe à l'œil nu. Elle a un chercheur, un porte-oculaire, des oculaires interchangeables dont les grossissements vous permettront d'aller de 10 à 100 fois. Logé dans un coffret, pour 2500 francs, c'est tout l'univers qui s'offre à vos yeux. Il y a plus de 12 ans, les sondes spatiales Voyager ont quitté notre système solaire. Elles étaient parties de la Terre en 1977. Voyager 1 et 2 avaient pour mission d'observer les planètes lointaines. Leur contrat rempli, elles se sont éloignées et se trouvent à l'heure actuelle à 9,5 milliards de kilomètres. Particularité de ces sondes, elles ont emporté des CD-ROM fixés sur leur structure et destinés à résumer la Terre en images et en sons en vue de la rencontre éventuelle avec des extraterrestres. Eh bien, l'extraterrestre, ce sera vous. Vous pourrez découvrir ces CD-ROM dans ce coffret accompagné d'un livre qui retrace cette odyssée et qui en publie les plus belles images. André Braic, notre invité, a écrit cet ouvrage « Conversation sur l'univers ». Au fil de cette conversation, de cette interview, il vous fait découvrir la structure de l'univers depuis le système solaire jusqu'aux galaxies lointaines et au Big Bang. Une conversation qui va vous emmener loin, très loin. Le mois dernier, en Haute-Maurienne, le 5e prix du Festival de Haute-Maurienne a couronné l'ouvrage de Laurent Notal sur l'univers et la lumière. Quels sont les rapports entre notre connaissance de l'univers que nous percevons grâce à la lumière et les théories de cosmogonie qui nous permettent d'en imaginer le devenir? C'est ce que vous découvrirez dans cet ouvrage magistral. À suivre également les éphémérides. Dans notre rubrique, vous allez voir qu'il n'y a pas que Saturne à observer, mais bien d'autres merveilles célestes. Puisque nous parlons de Saturne, peut-être avez-vous envie de savoir où elle se trouve. Eh bien, le 6 octobre à 21h, temps universel, c'est-à-dire 22h à Paris, vous la verrez au sud de la Lune, dans la constellation du Verseau. Sa magnitude sera de 0,9, c'est-à-dire que son éclat sera comparable à celui des étoiles les plus brillantes, comme Fomalhaut que vous voyez dans la constellation du Poisson austral. Le 8 octobre, la Lune sera pleine, mais au moment de son lever, vous pourrez assister à une éclipse partielle de Lune, c'est-à-dire qu'une ombre légère obscurcira le visage souriant de notre satellite. Eh bien, cette ombre, ce n'est rien d'autre que l'ombre de la Terre qui croisera quelques instants seulement la Lune. Le 11 octobre, si la nuit est belle, vous verrez une pluie d'étoiles filantes dans la constellation de Céphée, à un rythme de 22 par heure. Mais des étoiles qui filent dans le ciel, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce sont de petits grains de poussière qui pénètrent à la vitesse de 250 000 km/h dans l'atmosphère terrestre et qui y brûlent à une altitude de seulement 80 km. Elles proviennent de la poussière semée dans l'espace par le passage des comètes que la Terre traverse chaque année sur son orbite.
On les appelle aussi essaims météoritiques. Et le 21, c'est encore une magnifique pluie d'étoiles filantes que vous verrez à un rythme cette fois de 35 par heure. Elle se trouvera dans la constellation d'Orion. Et cette constellation qui se trouve tout à côté de celle du Taureau est une des plus grandes. Et c'est la seule à avoir 7 étoiles de première et deuxième grandeur, dont les plus connues sont Bételgeuse et Rigel. Sa richesse en étoiles brillantes et autres trésors encore inconnus est telle qu'on l'a surnommée la Californie du ciel. Enfin, le 24 octobre se produira certainement l'événement le plus important de ce mois, une éclipse totale du Soleil, visible depuis le sud-est asiatique et l'Indonésie à partir de 5 heures du matin. Pendant plus d'une minute, des centaines de millions de personnes se retrouveront dans la nuit en pleine matinée. Le disque noir de la Lune occultera toute la surface du Soleil, de quoi réveiller les peurs ancestrales et de nombreuses superstitions. D'ailleurs, Cassiopée consacrera l'un de ses prochains numéros à cet événement insolite. Donc, en résumé, le 6 octobre, vous verrez Saturne dans la constellation du Verseau, le 8, une éclipse partielle de Lune, le 11, une pluie d'étoiles filantes dans la constellation de Céphée, le 21, eh bien, c'est encore des étoiles filantes, mais cette fois dans la constellation d'Orion, et le 24, une éclipse totale du Soleil. Voilà, l'émission est terminée. Alors, à tous les habitants de la Voie lactée, au revoir. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous de Cassiopée. Il sera consacré aux cobayes de l'espace. Vous savez, tous ces grands aventuriers qui font le saut dans le vide interplanétaire.